Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Composant essentiel de l'héritage culturel africain, les cicatrices ethniques ou raciales tendent à disparaître. Effet de mode aux traditions, on en parle. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il permet de faire le plein d'énergie pour partir du bon pied. Pas question de le sauter ou d'avaler une simple tasse de café sur le pouce. À suivre les secrets du petit déjeuner. Les fêtes de fin d'année coïncident cette année avec les périodes de campagne et d'élections. Comment la police républicaine s'organise pour assurer la sécurité de tous les citoyens, le directeur de la police républicaine s'exprime. Bienvenue dans cette édition. Autrefois, symbole d'appartenance à une tribu, les cicatrices raciales ont représenté à travers l'histoire un tissu capital de la culture noire africaine. Aujourd'hui, elle disparaît peu à peu des visages. Les jeunes semblent ne plus porter de cicatrices et chez certaines personnes âgées, elles se confondent aux rides des paupières. Pourtant, les cicatrices raciale était une carte d'identité. Lucrèce Amoussoui et Alessandra Dioton se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Justin Nata est cadre de l'administration béninoise. Natif de l'ère culturelle Otamari dans le nord Bénin, il arbore fièrement ses cicatrices en forme de scarification et qui balaient tout son visage. Chez les Betamaribé, les cicatrices s'appliquaient sur le visage entre 2 ans et 3 ans. Ces traits dessinés sur le visage de l'individu et propres à chaque communauté renseignent à première vue sur ses origines. Les cicatrices raciales, encore appelées scarifications ethniques, sont des marques permettant d'identifier les membres d'un clan, la croyance en une divinité. Elles sont aussi quelquefois symboles du franchissement d'une étape de la vie sociale. C'est des incisions qu'on peut faire sur le visage, sur le corps. Et là, ça se pratique à l'aide des pierres, les tessons de bouteilles. On peut utiliser aussi un couteau pour le faire. On ne le fait pas simplement. C'est par rapport à la culture, par rapport à la religion. Donc c'est un signe identitaire. Et selon l'horizontalité ou la verticalité de ces cicatrices, cela permet de dire il est de tel clan ou de tel autre clan. Et vous voyez, certaines collectivités ou certains groupes socioculturels s'arrangent avec les divinités pour ne pas faire ces cicatrices-là. D'autres ne le font plus du tout parce qu'ils veulent être collés à la modernité. Voilà qui pose le problème actuel de la disparition progressive de la pratique des cicatrices ethniques qui, quoique présentant des avantages, exposent également à certains risques. Les avantages, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui porte cette cicatrice alors que quelqu'un qui portait cette cicatrice vous a fait du bien, en signe de reconnaissance, vous allez bien accueillir cette personne-là. Mais si malheureusement, c'est que quelqu'un qui porte une cicatrice pareille, vous avez fait le mal et que vous rencontrez quelqu'un qui en porte, vous voyez, l'esprit de vengeance. Vous voyez, moi par exemple, quand je passe, on m'identifie aussitôt. On dit, vous êtes de la Takora. Ensuite, quand vous allez à la pratique, il se pourrait que des maladies soient transmises pendant qu'on est en train de scarifier les enfants qui vont porter ces cicatrices ou les personnes. Parce qu'en général, c'est un seul couteau qu'on utilise. Au vu des multiples inconvénients des cicatrices raciales précédemment relevées, il n'est plus forcément nécessaire de conserver la pratique, estime Justin Nata. Les cicatrices raciales constituent un patrimoine essentiel de plusieurs tribus africaines tant elles sont pleines de signification. Ainsi, ne devrait-on pas simplement allier la modernité à la tradition pour préserver cet héritage ancestral? Il permet à l'organisme de recevoir des nutriments essentiels pour son bon fonctionnement. L'absence du petit déjeuner peut être fatale pour le corps. Une question subsiste tout de même.
Quels aliments devons-nous mettre dans nos assiettes au petit déjeuner pour offrir au corps tout ce dont il a besoin et qu'est-ce qu'on retrouve souvent dans l'assiette des Béninois? Les éléments de réponse dans ce reportage de Bénédicte Bossou, Fleury Douvonou et Rodrigue Babakbito. C'est le premier repas et le plus important de la journée. Le petit déjeuner apporte au corps un quart des besoins énergétiques. Le petit déjeuner, son rôle, c'est d'ouvrir vraiment la porte à l'organisme pour que ça puisse continuer dans la journée et réclamer. En fait, le repas, c'est comme de l'essence pour l'organisme. Et la meilleure manière de mettre cette machine-là en marche, parce que c'est toute une machine, c'est de lui envoyer quelque chose le matin. S'il faut nécessairement prendre un petit déjeuner pour garder son organisme fonctionnel toute la journée, faut-il manger de tout le matin? Au sein de la population, le choix des mets au petit déjeuner est varié. D'habitude, je prends ablo. Je prends ablo tous les matins. Ou bien pain sandwich, c'est tout. On essaie de prendre quelque chose qui est consistant le matin. Des fois, on prend la pâte miatassée le matin. À mon réveil les matins, je peux prendre soit la pâte, soit la bouillie ou le riz. Tout dépend de mon appétit. Quelqu'un qui fait pousse-pousser, par exemple, il ne peut pas prendre du thé le matin. Il ne peut pas prendre la bouillie aussi. Il mange ce qui est gros en même temps. Là, et puis il est à l'aise. Il faut manger c'est l'activité qu'on fait là, qu'on voit avant de manger. Pour ce spécialiste, il n'y a pas un type particulier de nourriture. Seulement, des clarifications s'imposent. En nutrition, ça dépend du travail de chacun. Mais en réalité, si nous voulons conseiller quelque chose pour le petit déjeuner d'abord, c'est qu'il faut prendre des salades de fruits, des salades de légumes le matin pour permettre à l'organisme de travailler. Si votre boulot ne vous permet pas de manger, entre-temps, c'est bon de manger pour être rassasié le matin, mais sentez la faim. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se lever et dire parce qu'il faut prendre le petit déjeuner, c'est se surcharger. Perdre l'habitude de prendre le petit déjeuner peut se révéler fatal pour l'organisme. Des risques sont présents. Déjà, là où nous sommes, nous tous, on a besoin de petit déjeuner. Nous tous, parce que c'est déjà créé. Et nous devons le faire. Et pour le faire, si vous ne faites pas, vous risquez d'avoir l'ulcère gastrique. Le petit déjeuner permet d'alimenter les muscles et le cerveau en énergie. Il apporte au corps les éléments nutritifs nécessaires pour la réalisation de ses tâches quotidiennes. Il faut donc choisir comme premier repas de la journée des aliments qui offrent des apports de qualité à l'organisme. On parle sécurité à présent. Au Bénin, les joutes électorales coïncident avec la fébrilité de la période des fêtes de fin d'année. Que fait la police républicaine pour assurer la sécurité de tous les citoyens en cette période? Le directeur général de la police républicaine exhorte la population au respect du code de la route. On l'écoute au micro de Yasmine Damata et Michi Elibé. Ce qui nous crée plus de problèmes, c'est les motocyclistes. C'est eux. Ils n'ont qu'à rouler sur les pistes cyclables, mettre leur casque, exiger le port de casque à leurs clients. Ça se fait déjà ailleurs. Qu'on le veuille ou pas, on finira par le faire. Et ça nous permettra d'avoir une bonne sécurité pour la fin de l'année. On n'aura pas trop d'accidents, trop de morts. De la même façon, nous avons engagé des troupes à l'intérieur de nos villages et qui font ce qu'on appelle la sécurité de proximité. Les gens ont la possibilité de se rapprocher des policiers pour leur dire depuis avant-hier, il y a de nouveaux résidents qui sont chez nous. Donc je demande aux gens de faire très attention à leur entourage et de porter les informations à la police. Nous sommes là pour eux. Et on est prêt à nous sacrifier pour que la population vive en paix.
Hors du Bénin, au Niger, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie nationale de la cybersécurité. Cette mesure vise à renforcer la transformation numérique du pays. La stratégie sera mise en œuvre autour de 4 axes principaux. Le programme intervient un an après l'étude sur le développement de l'Internet lancée par le gouvernement en octobre 2021. L'objectif est de permettre aux autorités d'appréhender concrètement l'environnement et les politiques nationales de l'Internet, d'évaluer l'écosystème numérique et d'identifier les manques à combler pour faire de l'Internet un outil de développement. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco-Inter qui porte la signature de Amandine Aliambosso. La Côte d'Ivoire vient de suspendre les exportations d'huile de palme dans la sous-région. C'est une mesure temporaire pour le pays qui produit en moyenne 500 000 tonnes d'huile de palme par an. L'objectif est de mieux réguler le marché intérieur et éviter des pénuries. Selon la direction du commerce intérieur, le marché traverse des ruptures d'approvisionnement, une évasion qui se fait au profit des marchés extérieurs où l'huile de palme est vendue plus chère. L'huile de palme produite est officiellement vendue à 1 200 francs CFA le sachet en vrac et 26 500 francs CFA le bidon de 25 litres. Selon les statistiques de la BCEAO, sur les 4 premiers mois de 2022, les exportations d'huile de palme ont augmenté de 165% et ont rapporté 212 milliards de francs CFA. En Afrique du Sud, après une accalmie pour Noël, les coupures de courant ont repris de plus belle en cette fin d'année. En cause, des centrales à charbon vieillissantes qui tombent régulièrement en panne. Ceci, faute de bonne gestion ces dernières années. Et ces coupures ont des conséquences directes sur l'économie et la croissance alors que le pays se remettait tout juste de la crise sanitaire. Plusieurs entreprises de télécommunications ainsi que des chaînes de grande distribution ont dénoncé des pertes de vente et de nombreux coûts additionnels alors que les générateurs gourmands en diesel tournent à plein régime. La nouvelle année ne s'annonce pas mieux puisque les patrons d'Escom, l'entreprise publique qui fournit plus de 90% de l'électricité du pays, ont déjà annoncé que les délestages devraient continuer en 2023. Aux États-Unis, en cette fin d'année, les regards se tournent vers les stocks de pétrole. Ils sont globalement à la baisse, mais les prix à la pompe aussi. En 2022, les États-Unis ont libéré beaucoup de stocks avec une décision majeure, celle de puiser largement dans les réserves stratégiques pour soulager le marché. En cette fin d'année, ces réserves ont atteint le niveau le plus bas depuis 1983. La fête est peut-être bientôt terminée car le pays a commencé à racheter du brut pour reconstituer ses stocks stratégiques. Les prix à la pompe, après avoir atteint leur plus haut niveau au mois de juin, ont baissé régulièrement. Ils sont aujourd'hui au même niveau, voire inférieur à ce qu'ils étaient il y a un an. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.